juste introduire, et avant de vous passer la parole, donc une table ronde en termes de citoyens sauveteurs. On le disait, on l'a dit à plusieurs reprises ce matin, il y a plusieurs structures qui sont impliquées en France. On les a toutes invitées. Elles n'ont pas toutes répondu. C'est important de le signaler parce qu'on n'a pas de représentants, malheureusement, de l'association Sauve Life. On aurait aimé effectivement avoir également un représentant de Lionel Lamou, de son équipe. Voilà. Donc je pense qu'on va vous passer la parole l'un après l'autre. Vous avez des dias et puis après on discute. Avec plaisir. Ok. Paul. Oui, je vois que mes slides sont. J'ai très peu de slides. Bonjour à tous. Du coup, est-ce qu'on peut me passer la slide suivante, parce que je ne suis pas sur le PC. Je vais essayer d'être relativement bref. Donc, je ne suis plus à côté ici. Ah, c'est celui-là, c'est bon. Donc, le Bon Samaritain, Staying Alive, en quelques mots. C'est une aventure qui a commencé il y a maintenant plus de 8 ans, puisqu'on a commencé en 2016, je l'ai dit tout à l'heure lors d'une question, juste après les attentats. Ça a été un démarrage un petit peu complexe et qui s'est fait grâce aux pompiers de Paris, en particulier à Stéphane Travers, qui a perçu immédiatement la valeur ajoutée de déployer des citoyens sauveteurs à Paris. Ça a été 2 ans d'expérimentation, 18 mois d'expérimentation en région parisienne, avant un déploiement national qui a commencé fin 2017. Aujourd'hui, on peut regarder le parcours du Bon Samaritain, j'allais dire, de manière très positive ou de manière plus critique, et je vais faire les deux aujourd'hui. Aujourd'hui, on est présent ou en cours d'être déployé dans 85 départements. On a une grosse couverture du territoire. 55 000 interventions réalisées depuis le 1er janvier 2018, dont 20 000 pour la seule année 2023, donc une activité qui est en très forte croissance. En 2023, c'est à peu près une intervention toutes les 20 minutes, si on exclut la tranche horaire 2h, 6h du matin. On a une intervention toutes les 20 minutes, c'est beaucoup, et on s'en réjouit. On a pas mal de témoignages de vies sauvées, on est très content. On a 300 000 citoyens sauveteurs, c'est un chiffre qui, quand on l'annonce à des gens qui sont pas du métier, si je puis dire, pas du secteur, trouve ça fantastique. Moi, je trouve ça très insuffisant, personnellement. Je pense qu'il faudrait qu'on ait 1 million de citoyens sauveteurs pour couvrir, ça a été évoqué ce matin, les zones rurales, les zones blanches, dans lesquelles il est indispensable d'avoir des citoyens sauveteurs. Un mot, tout ça, ça se fait grâce à Staying Alive, l'application de cartographie de défibrillateurs, qui a été un petit peu oubliée dans le passage sur GeoDAE. C'est un peu dommage, mais c'est 2,5 millions de téléchargements. Et donc c'est une application qui est extrêmement utilisée, à la fois pour les citoyens sauveteurs, mais aussi pour localiser des défibrillateurs. Un petit mot sur la typologie des citoyens sauveteurs. Sur cette slide, je ne vais pas m'attarder longtemps. Juste ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, près de 6 citoyens sauveteurs sur 10 ne sont pas des professionnels. Ce ne sont ni des professionnels de santé, ni des sapeurs-pompiers. Ce sont des secouristes, des gens qui ont été formés par la Croix-Rouge, la Protection civile, des gens qui sont SST. On a une grosse proportion de SST également. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant, cette typologie. On a des analyses détaillées pour les gens que ça intéresse sur la typologie des citoyens sauveteurs, parce que je pense que c'est extrêmement intéressant. Quelques mots sur les évolutions et les perspectives. Ça a été dit ce matin, notamment ça a été dit par Louis Soula à propos de GeoDAE, en disant que c'était important d'intégrer dans les logiciels métiers la cartographie de défibrillateurs. Nous travaillons depuis des années à l'intégration dans les logiciels métiers. Aujourd'hui, le Bon Samaritain Staying Alive est intégré dans Nexis. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le nouveau logiciel de gestion des sapeurs-pompiers qui est déployé progressivement sur l'ensemble du territoire, ce qui veut dire que systématiquement, tous les SDIS qui vont avoir Nexis auront le Bon Samaritain. Il n'y aura plus de retard au déclenchement, il n'y aura plus d'oubli de déclenchement, comme ça peut arriver parce que les opérateurs peuvent ne pas y penser. Donc c'est très important. On se déploie aussi dans le monde des SAMU, puisqu'on a un certain nombre de départements dans lesquels on est déployé chez les SAMU. Donc on est également intégré dans le logiciel, chez l'éditeur de logiciel Exos et chez Sistel. La question qui se pose, que tout le monde se pose, c'est la rationalisation des solutions. Il y en avait 4, il y en a 3 aujourd'hui. Où est-ce qu'on va ?
L'AFPR, représenté par Frédéric ici, a décidé de nous rejoindre en 2023, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le même outil de déclenchement et c'est totalement transparent, ce qui fait que les gens inscrits sur l'AFPR ou sur Staying Alive sont déclenchables de part et d'autre. Quid de l'avenir? Un autre mot important aussi, c'est l'internationalisation. On commence à être sollicité par un certain nombre de voisins, notamment, mais pas que des voisins, de pays limitrophes qui s'intéressent à notre solution. Enfin, j'ai un mot à ajouter. J'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait être critique, et je ne sais pas si c'est une critique ou un coup de gueule, mais aujourd'hui, moi, il y a deux sujets qui me frappent considérablement quand on parle de l'arrêt cardiaque. Le premier, ça a été évoqué du bout des lèvres, c'est l'absence de communication du grand public. Ce matin, Bruno a fait le parallèle avec les accidents de la route. Il ne se passe pas une année sans qu'il y ait une campagne de sensibilisation de la prévention routière sur tous les écrans de télévision. Depuis 2007, il n'y a jamais eu une seule campagne pour expliquer aux citoyens ce qu'est un défibrillateur automatique, l'innocuité du défibrillateur automatique, le logo du défibrillateur automatique, alors qu'il y en a partout. Ça n'a jamais été fait. On discute avec la DGS-CGC, avec la DGS. Ils se renvoient la balle, ils ne le font pas. Je trouve que c'est dramatique. Le deuxième sujet, c'est le financement. C'est-à-dire que ici, on est devant vous, on est des associations. Personne ne se demande comment ça tourne. Alors oui, il y a des bénévoles, les citoyens sauveteurs évidemment sont bénévoles, mais quid de l'informatique? Comment on localise 300 000 citoyens sauveteurs en temps réel? Comment on les alerte? Comment on fait évoluer les applications avec la mise à jour permanente des systèmes d'exploitation faits par Google et Apple? Tout ça sont des sujets que personne n'aborde. Nous, on a 85 départements, je vous l'ai dit, il y a 2 ans, j'ai écrit à tous les conseils départementaux, qui sont la tutelle notamment des SDIS, pour leur demander une subvention. À part 4 départements, ils ont tous refusé, systématiquement, évoquant ou l'absence de moyens ou le fait que c'était hors de leurs compétences, ce que je trouve également dramatique. On est soutenu par la DGS-CGC. On a sollicité la DGS, on est dans les locaux du ministère de la Santé, à plusieurs reprises. On a un refus systématique de soutien. C'est-à-dire qu'on a parlé, plusieurs intervenants ont parlé du coût de la vie sauvée. Qu'est-ce que ça représente? Aujourd'hui, faire tourner l'AFPR, un permis de sauver, ou Sauve Life qui n'est pas là, mais ils ont les mêmes problèmes. C'est on fait comment, on finance comment. Et quand on demande de l'argent à nos utilisateurs à qui on a mis à disposition ces outils au début bénévolement, parce qu'on pensait qu'on aurait du soutien, on ne peut pas vivre que du soutien de quelques grands assureurs ou de quelques grandes sociétés institutionnelles. Nous, il se trouve qu'on a la Poste à notre table et ça nous aide beaucoup, mais ça ne suffit pas. Et il y a un moment où je trouve que les collectivités territoriales et les pouvoirs publics devront prendre leurs responsabilités parce que sinon, il y a un jour où ça ne pourra plus tourner. Voilà, je vous remercie. Moi, je vais simplement me présenter. Je pense que Paul, son propos introductif, je le partage pleinement. Donc simplement, moi, je suis le directeur général de la société Permis de Sauver, qui met en place aussi une solution applicative pour gérer donc, des citoyens sauveteurs. Et on est présent dans une quinzaine de départements en France et également à l'étranger, notamment dans le nord de l'Italie. Voilà. Alors, moi, je suis Frédéric Lebel, donc je suis infirmier en réanimation, infirmier pompier, et donc j'ai développé la FPR. Alors, il y a juste quelques slides qui vont apparaître normalement. Peut-être. Le temps, donc juste rapidement, pour passer la première slide, le seul conflit d'intérêt que j'ai, c'est que j'ai créé la société Ecatech qui développe le produit GeoCœur, que j'expliquerai rapidement à la fin sur la 3e slide. La FPR, en fait, on l'a créée en 2018. Il n'y avait pas encore d'application. Le Bon Samaritain était en train de tester. Avec une vision, en fait, et c'était le pari de l'ancrage territorial fort. Et donc, nous, on a cherché des subventions, et on le voit là derrière nous, derrière moi, on a beaucoup de partenaires locaux qui nous ont aidés en se disant, nous, on va essayer pas forcément d'aller chercher d'autres départements, on va se mettre sur un département et on va vraiment faire un vrai travail de fond, prendre un salarié juste sur un département, faire des actions locales. Et on a eu des résultats puisqu'on arrivait à avoir 2-3 000 premiers répondants, mais avec 60% de taux d'intervention où on avait un premier répondant qui se rendait sur place. Ça a été un défi, mais à la fois voilà, le défi de la qualité aussi. On n'était pas forcément en accord avec d'autres applications qui sont mises à peu près en même temps. C'est-à-dire, nous, on veut quelqu'un qui soit vraiment formé, et on a été loin dans notre volonté. On est un peu revenu en arrière depuis. Mais nous, c'était quelqu'un qui, au minimum, avait un PSC1 avec un renouvellement
tous les ans pour être sûr que la personne soit capable d'intervenir, parce que le constat de départ, c'était de se dire, nous, on envoie sur des arrêts cardiaques à domicile, et forcément, à domicile, vous envoyez quelqu'un toquer à la porte en disant « je viens vous aider », mais sur un contexte un peu particulier. Donc on a voulu faire ça, on a mis en place des supports psychologiques avec une association locale pour rappeler tous les premiers répondants qui intervenaient sur place. Donc on a fait ça sur la Moselle, on s'est déployé sur la Marne et on était en cours de discussion avec la Dordogne, et ensuite il y a eu un moment où on s'est rendu compte, et tu peux passer, ouais. Et on s'est rendu compte finalement que le travail qu'on faisait, j'ai eu l'occasion d'échanger plusieurs fois avec Paul Dardel, et de se dire, on a mis beaucoup d'argent, vous avez vu tous les partenaires, c'était plus de 150 000 euros. On parlait tout à l'heure, il y a eu sur GeoDAE, on a été territoire d'expérimentation de GeoDAE, il a fallu développer une API, c'est une association qui va chercher 15 000 euros pour développer cette API, c'est des sommes importantes. Et puis une application qui était vieillissante, parce qu'au bout d'un moment, au bout de 5 ans, il faut refaire du développement, il faut refaire tout. Et puis là, moi, j'ai pas de problème d'ego. Je me suis dit, en fait, je vais réinventer la roue, rechercher des subventions, rechercher 100 000, 150 000 euros. Ok, on peut faire, on arrive à faire. On avait été chercher la première fois les fonds FEDER. Mais finalement, pourquoi ? Pour quel intérêt ? Là-dessus, on est arrivé sur à peu près sur les mêmes volonté avec Paul. On a apporté, finalement, on s'apporte chacun dans une volonté de fusion. On a fait des expérimentations, autant dans le terme de déclenchement, dans la façon de déclencher, qui va être adaptée au Bon Samaritain. On a fait des actions locales avec des rappels, moi, j'ai la vision, en fait, de la Fédération de protection civile, qui avait dans chaque département une entité qui s'auto-gérait. C'est un peu comme ça que je voulais faire la FPR. J'ai un peu eu du mal à le faire, mais c'est dans l'idée qu'on aimerait développer avec potentiellement un jour avec le Bon Samaritain, et avoir ces petites antennes des gens qui rappellent et qui participent à augmenter le nombre de citoyens sauveteurs finalement, ou de bons Samaritains, parce qu'ils ont cette échelle locale finalement. Il y a évidemment la communication nationale qui est importante, mais avoir des gens dans les supermarchés, etc., pour faire de la communication, ça demande des bénévoles et ça demande un ancrage territorial. Donc voilà, du coup on va d'ici la fin du semestre normalement fusionner complètement, et l'application AFPR disparaîtra au profit d'une seule et même application, Staying Alive. Et le citoyen sauveteur, j'ai voulu le déployer un petit peu de manière différente en me disant ok, on a développé des applications, et en 2020 je me suis dit ok, on envoie des applications, mais finalement les secouristes qui vont chercher le défibrillateur, ils perdent beaucoup de temps. Parce qu'il faut trouver le défibrillateur, il faut aller toquer potentiellement à la porte de la mairie, etc., prendre le défibrillateur et repartir dans l'autre sens, se garer même, etc. Je le vois, je travaille en plateforme d'appel, quand on fait des réas par téléphone, quand on a 2-3 témoins, on est déjà content quand il y a du massage cardiaque de qualité qui est fait, et commencer à dire, allez chercher le défibrillateur à 200 mètres, ça devient très compliqué, la personne elle est déstabilisée, et on n'est pas sûr qu'elle arrive à le trouver, et le temps qu'elle fasse cet aller-retour, finalement elle va arriver en même temps que les secours. Et donc j'ai développé GeoCœur, qui est un panneau connecté qui s'installe au-dessus du défibrillateur, et qui lui va en fait alerter tous les passants qu'un arrêt cardiaque a lieu à proximité, donc avec une voix qui va dire arrêt cardiaque à proximité, on a besoin du défibrillateur, flasher le QR code pour connaître l'adresse. Et il suffit à une personne du bâtiment, il y en a un au ministère de la Santé, donc si un jour ça sonne, ça s'entend assez bien, il s'approche, il flash le QR code, il prend le défibrillateur, il l'emmène. L'idée, en fait, c'était pas du tout d'être concurrentiel aux applications, c'était vraiment de rentrer dans une logique du citoyen sauveteur où on a à la fois des gens qui ont une application qui apportent leurs compétences, et GeoCœur qui permet d'apporter le défibrillateur. Voilà, en résumé, l'AFPR et GeoCœur. Donc au final, depuis ce matin, on parle de citoyens sauveteurs, on parle de premiers témoins, acteurs de la chaîne de survie. Ces associations de citoyens sauveteurs peuvent nous permettre d'avoir de plus en plus d'acteurs potentiels. On discutait avec Paul ce midi, il y a 2 problèmes. Au départ, effectivement, on communiquait sur Sauve Life, on communiquait sur Staying Alive, on communiquait sur la FPR, on communiquait sur Permis de Sauver. Ce qui fait que cette surcommunication a permis de tirer le bénéfice vers le haut. Maintenant qu'on a beaucoup de citoyens sauveteurs, effectivement, vous avez réussi à discuter, à vous mettre d'accord sur un objectif commun, une stratégie commune. On pourrait peut-être imaginer que ça puisse se faire entre vous maintenant et puis les autres, avec Permis de Sauver d'un côté, avec Sauve Life de l'autre, pour avoir une lisibilité et peut-être
optimiser la prise en charge de l'arrêt cardiaque de façon idéale. Quant au dispositif GeoCœur, effectivement, mais ça nécessitera également, comme on le disait depuis ce matin, un gros effort de communication, aussi bien au niveau des 18 que des 15, enfin des 10 et des SAMU, qu'au niveau des populations, pour comprendre le bénéfice, pour que ce dispositif encore nouveau puisse être optimisé dans son utilisation face à l'arrêt cardiaque. Je vais peut-être passer la parole à mes co-modérateurs. Oui. Moi, j'ai juste un commentaire qui se veut positif. Alors, on peut voir en effet l'avenir en associant toutes les associations qui travaillent sur ce sujet pour avoir un groupe unique au niveau national. Mais la multiplication ne me choque pas. Et pour avoir discuté, participé avec, au départ, Permis de Sauver, qui était lyonnais, hein, c'est les pompiers de Lyon. Au SAMU de Lyon, on utilise Sauve Life. Mais il n'y a pas de concurrence là-dessus. L'objectif, c'est d'avoir le plus possible de gens intéressés et de citoyens sauveteurs. Moi, si c'est les pompiers qui déclenchent avec Permis de Sauver un premier bon samaritain, ça ne me gêne pas en tant que SAMU en arrivant derrière. À l'inverse, s'il n'y a pas de Permis de Sauver en amont, si on a quelqu'un pour Sauve Life, qui n'est pas obligatoirement dans les deux, il faut bien voir qu'il y a des discussions entre les pompiers, les SAMU. Il y a ceux qui aiment les SMUR, ceux qui n'aiment pas les SMUR, ceux qui aiment les VSAV, pas les VSAV, on n'aime pas les mêmes couleurs. Mais là, on s'en fout. Enfin, je veux dire, l'intérêt, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui soient motivés et qui s'intéressent au sujet. Et là, on aura tout gagné. Alors, sinon, il y a une différence, et là, je parle pour Sauve Life, où ce n'est pas des sauveteurs, enfin, ce n'est pas des professionnels du secours, ce n'est pas des gens qui ont des diplômes. Ils font appel à Sauve Life, à l'ensemble de la population volontaire. Ça va dans le sens d'élargir aussi cette possibilité. Mais tout ça pour dire que je pense que ce n'est pas concurrentiel. Et c'est une note positive que je voulais faire passer. C'est bien qu'il y ait plein de... Alors, moi, je suis assez d'accord avec le fait qu'il y en ait plein. Et comme on discutait tout à l'heure, le fait qu'il y en ait eu plein à un moment, ça a permis aussi de donner plus de visibilité et donc de lancer le mouvement. Ça, c'est sûr. La deuxième chose que je voulais dire, sur le fait que les gens soient formés ou non, nous aussi, on utilise des citoyens sauveteurs non formés. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques questions qui se posent sur le fait, on l'a vu par exemple sur les domiciles, envoyer quelqu'un non formé à domicile, c'est un peu compliqué. On a plusieurs fois on gère, on n'est pas rentré dans le détail, mais on gère l'après pour le citoyen sauveteur aussi, c'est-à-dire qu'avec la BSPP, mais avec les autres départements dans lesquels on est déployé, il arrive qu'une intervention se passe mal, évidemment, hein, on l'a vu, on connaît les statistiques, il arrive qu'on envoie des citoyens sauveteurs sur des arrêts traumatiques où évidemment le citoyen sauveteur, j'allais dire, est plus que démuni et où donc il y a besoin d'un soutien psychologique. Donc ne pas envoyer des gens non formés partout a été aussi une volonté au début, et je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, quand on s'est lancé en 2016, le préfet de police de Paris avait dit « Oulala les gars, qui sont ces gens-là ?» Et donc il avait fallu qu'on rassure sur le fait que les gens qui allaient être envoyés étaient des gens qui avaient un minimum de compétences. C'est vrai que ça s'ouvre. Aujourd'hui, on envoie des citoyens sauveteurs non formés pour chercher des défibrillateurs. On discutait avec Stéphane Travers l'autre jour en disant peut-être on pourrait élargir encore un peu. Je pense que c'est le sens de l'histoire. Mais après, c'est pas à moi de décider. Moi, je mets un outil à disposition. Chaque département l'utilise comme bon lui semble. Est-ce qu'il envoie à domicile? Est-ce qu'il envoie des mineurs? Est-ce qu'il envoie des non formés? C'est pas à moi de prendre la décision, c'est au patron du SAMU ou au patron du SDIS de le décider. C'est clair. Est-ce que vous êtes reconnu d'utilité publique, vos associations? Alors, pas encore, parce que l'association a été créée a posteriori, si je puis dire, du lancement de tout ça, et que pour être reconnu d'utilité publique, il faut avoir une certaine ancienneté et un certain nombre d'adhérents. Il se trouve également que jusqu'à présent, en ce qui nous concerne, nous n'avions jamais chercher d'adhérents, si je puis dire. Et c'est quelque chose qui va changer pour une raison simple, et vous l'aurez compris avec mon propos. Aujourd'hui, nous souffrons d'un manque de financement absolument terrible pour faire notre métier correctement, pour développer les applications. On a aujourd'hui une application sur les stores qui n'est pas du tout satisfaisante. On sait qu'il y a des bugs. On sort une nouvelle application dans quelques semaines. Et donc, on a besoin d'argent et on a besoin
également, comme l'a dit Frédéric, on va, en fusionnant, on va aussi fusionner certaines méthodes de travail et le fait de rappeler les gens, on pense que c'est extrêmement important après pour fédérer la communauté. Parce que 300 000 bons samaritains, citoyens sauveteurs, il faut leur parler, sauf que comme ils ne sont pas déclenchés, ils croient que ça ne marche pas. Donc il faut arriver à leur parler, il faut arriver à les motiver. Donc les rappeler quand ils interviennent, c'est important. Et donc pour tout ça, on va lancer une campagne d'adhésion avant l'été, j'espère, dans le but également de dépasser les 200 adhérents, qui est le seuil pour être RUP. D'accord. Et vis-à-vis de ça, vous manquez de notoriété. Donc, enfin, on en parlera avec SAMU Urgence de France et peut-être avec d'autres. Je pense qu'on est là pour vous aider. Là aussi, il faut aller chercher la ressource là où elle se trouve. On travaille avec vous au quotidien, on se sert de vos outils. Évidemment, il y a des choses qui ne marchent pas d'un département à l'autre, mais on arrive toujours à trouver les solutions. C'est ensemble qu'on va les trouver, les solutions. Donc si vous manquez de notoriété, je me ferai peut-être tirer les oreilles par mon président, mais sachez qu'au niveau de SAMU Urgence de France, on fera ce qu'il faut pour... s'il y a un communiqué de presse à faire, je pense qu'Arlaude aussi sera partie prenante. Il faut qu'on fasse passer ce message. Vous manquez de notoriété, vous êtes d'utilité publique. Et donc, comme vous êtes d'utilité publique, on doit pouvoir vous amener des moyens. Ils ne seront peut-être pas étatiques, mais nos impôts, on peut savoir où on les amène et à qui on les donne. Merci. Et encore merci pour ce que vous faites. Oui, juste un mot. Je te rejoins complètement, Pierre-Yves, sur la complémentarité des structures. Chacun y trouve son compte, en fait. Moi, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que alors on a, entre guillemets, essuyé un peu les plâtres au début de la mise en place, mais c'est aussi un mode de réflexion sur notre propre chaîne de secours. Et aujourd'hui encore, ça fait... Enfin, mettre des outils comme ça en place de façon complémentaire à la chaîne des secours usuelle, ça stimule énormément les opérateurs qui ne sont pas des médecins, mais qui du coup, ont un outil et ont plus que l'impression, ont quelque chose en main pour agir de façon un petit peu différente. Ça sort un peu du cadre usuel, mais en tout cas, c'est ce côté, ça fait crépiter les neurones et ça, je crois que c'est hyper important pour que la réflexion et l'initiative et la stimulation et l'enthousiasme continuent notamment pour les non-médecins. Oui, merci. Je voudrais juste dire un mot, parce que, pour conclure, je voudrais rendre, j'allais dire hommage, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, on a parlé de certaines personnes. Moi, je voudrais parler de Marc Giroux, que je pense que beaucoup de gens ici connaissent, qui a été mon chef de service pendant 15 ans au SAMU du Val d'Oise. Et c'est grâce à lui, en particulier, s'il y a le bon samaritain dans Staying Alive, parce que quand on a lancé Staying Alive, il faisait partie du comité scientifique. Et un jour, il me dit, Paul, tu devrais... Les défibrillateurs, avec ton application, tu devrais envoyer les gens les chercher. Et je lui dis, tu déconnes. Et puis l'idée a fait son chemin. On est allé en Suisse, dans le Tessin, voir Ticino Cuore. Et voilà, il fait partie des gens grâce à qui il y a le bon samaritain aujourd'hui. Donc j'allais dire, la SAMU Urgence de France, ça me parle. Je vais faire court. Bon, d'abord, bravo, parce qu'effectivement, je pense qu'on est un pays qui est bien doté et qui a bien, du coup, cette dynamique au niveau des citoyens sauveteurs. On doit y être au million maintenant entre les différentes applications de volontaires en France, donc c'est vraiment positif. J'avais un commentaire un peu sur l'avenir, sur les différents, il y a peut-être différents niveaux de citoyens sauveteurs. Et est-ce que de le prévoir, alors je suis peut-être déjà affiché, que je ne connais pas dans votre application, est-ce que de prévoir les citoyens équipés de défibrillateurs, ce n'est pas les mêmes peut-être que ceux qui ne sont pas équipés de défibrillateurs et ça permettrait d'optimiser encore la réponse et d'aller les chercher un peu plus loin. Oui, alors je ne l'ai pas dit, on n'est pas rentré dans le détail, mais dans Staying Alive, quand vous vous inscrivez comme citoyen sauveteur, on vous demande si vous êtes équipé d'un défibrillateur. C'est une fonction qu'on a mis en place à l'époque avec les équipes de Grand Nancy Défib, qui avaient des gens qui étaient de permanence avec un défibrillateur. Donc en fait, vous vous inscrivez, vous dites j'ai un défibrillateur, et au moment où vous êtes déclenché, le serveur va vous demander si vous l'avez avec vous à ce moment-là. Et si vous l'avez, on sait que vous l'avez, donc on ne va pas vous envoyer chercher un défibrillateur. Si vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Mais donc c'est quelque chose qu'on gère. On a même réfléchi avec d'autres gens sur des kits naloxone, des kits EpiPen pour élargir les indications. Donc oui, ça fait partie des choses qu'on fait. Merci beaucoup. On va vous libérer et on va passer à la suite. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Bravo. C'est moi qui parle.